Je suis Guillaume Lefebvre, 42 ans, ancien soldat de l'armée de terre française qui fait maintenant les 3-8 de nuit dans un entrepôt logistique. Mon monde, celui que j'avais bâti d'une main ferme et d'un cœur aimant, s'était effondré quelques heures plus tôt. Mes mains, autrefois entraînées à manier un fusil d'assaut FAMAS et aujourd'hui calleuses à cause des commandes de mon chariot élévateur, me semblaient étrangères sur le volant, déconnectées de la rage qui bouillonnait encore dans mes tripes. 6 heures plus tôt, ma journée avait commencé par une joie domestique tranquille. Mon service se terminait plus tôt que prévu, une surprise rare et bienvenue. J'ai décidé d'en profiter pour faire la surprise à ma femme, Sophie. Depuis 3 ans, notre mariage était un véritable sanctuaire. Nous étions 2 personnes ayant trouvé un apaisement silencieux dans un monde plein de bruit. Nous essayions de fonder une famille depuis 6 mois, un objectif commun qui avait renforcé nos liens. Sophie était une femme au foyer dévouée, le genre de femme qui avait toujours le dîner prêt, la maison impeccable, et un sourire chaleureux qui m'attendait à la fin de la journée. Sur un coup de tête, je me suis arrêté chez son traiteur asiatique préféré. J'imaginais son visage, un mélange de surprise et de pur délice. Alors que je franchissais la porte avec son repas favori, l'image dans mon esprit était parfaite. C'était un mensonge. En me garant devant notre modeste pavillon de banlieue, la première chose que j'ai remarquée fut une voiture inconnue garée un peu plus loin dans la rue, dissimulée discrètement derrière un grand chêne. Ma formation militaire, cette conscience constante et latente de mon environnement, l'a immédiatement signalée comme une anomalie. Mais mon cœur, encore rempli des douces intentions de la journée, l'a balayé en se disant que c'était l'invité d'un voisin. Je suis descendu de mon utilitaire, le sac de nourriture chaud à la main. En m'approchant de la porte d'entrée, je l'ai entendu, un gémissement sourd et rythmé. C'était étouffé, mais indéniable. Cela venait du sous-sol aménagé. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas le son d'une émission de télévision ou d'un problème de plomberie. C'était une femme en plein spasme de plaisir. Et puis, la voix d'un homme, que je ne reconnaissais pas, a murmuré son prénom. Sophie. La colère qui a explosé en moi était une chose violente et primaire. Mon premier instinct, aiguisé par des années de combat en opérations extérieures, a été de foncer au sous-sol, d'enfoncer la porte et d'en finir avec eux deux. Mes mains se sont serrées en poing, le sac en plastique du traiteur crépitant sous la pression. Chaque fibre de mon être hurlait pour une confrontation immédiate et brutale. Mais l'autre partie de mon esprit, la partie stratégique, froide et calculatrice qui m'avait maintenu en vie lors de 3 déploiements différents au Mali et en Afghanistan, est intervenue. J'ai imaginé les conséquences immédiates. La gendarmerie, la garde à vue, les comparutions au tribunal, la peine de prison. Une longue et inutile descente vers une cellule de fleurimérologie. Ma vengeance sonnerait creux. Elle ne m'apporterait pas la paix. Elle ne ferait que causer ma perte. Cette voie était pour les hommes impulsifs, pas pour un soldat qui avait appris à choisir ses batailles. Je me suis retourné silencieusement et je suis retourné à mon véhicule. Le sac de nourriture pesait maintenant 1 tonne. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti, non pas vers une destination, mais loin d'un mensonge. J'ai roulé sans but sur les routes départementales pendant 2 heures, la rage brûlante du début se refroidissant peu à peu pour laisser place à une concentration glaciale et méthodique. Mon esprit, autrefois formé pour la guerre, formulait maintenant un nouveau type de mission. Celle-ci exigerait de la patience, de la précision et un timing parfait. À mon retour, la voiture inconnue avait disparu. J'ai trouvé Sophie dans la cuisine. Ses joues étaient empourprées et ses cheveux légèrement ébouriffés. Elle frottait le plan de travail avec une énergie presque frénétique, manifestation physique de sa culpabilité. Elle s'est tournée vers moi, un faux sourire plaqué sur le visage, et a commencé à mentir en disant qu'elle avait fait une sieste. Ses yeux, d'habitude si honnêtes et doux, étaient maintenant fuyants, refusant de croiser mon regard. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement approché d'elle, j'ai posé le repas froid sur le comptoir et je me suis penché pour embrasser son front. Le goût de son mensonge, l'odeur d'un inconnu dont je savais maintenant qu'elle s'attardait sur sa peau, formait un cocktail écœurant. J'ai simplement demandé, comment s'est passée ta journée? La question est restée suspendue en l'air, un jugement silencieux qu'elle ne comprenait pas encore. Cette nuit-là, alors que Sophie dormait paisiblement à mes côtés, sa respiration régulière et innocente, j'ai fixé le plafond. L'illusion de notre vie parfaite était brisée, mais à sa place, une nouvelle réalité s'était formée.
C'était une réalité faite de trahison, mais aussi d'une voie stratégique claire à suivre. Mon esprit militaire, autrefois entraîné pour le conflit, concevait maintenant un plan qui garantirait ma propre justice, non seulement pour la trahison, mais pour les années de sacrifice que j'avais consentis pour la France, ma famille et mon honneur. Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai mené une double vie. En surface, j'étais le même mari aimant, l'homme qui ramenait des fleurs à la maison et s'enquérait de sa journée. Mais sous cette façade, j'étais un soldat en mission de reconnaissance. Mes années d'entraînement dans les services de renseignement militaire se sont révélées inestimables. J'observais ses mouvements, ses tics nerveux subtils, la façon dont elle s'agrippait à son smartphone, son impatience de me voir partir au travail. J'étais un fantôme dans ma propre maison, un observateur silencieux rassemblant des renseignements. L'ancien Guillaume Lefebvre l'aurait confronté, mais le nouveau savait que les informations valaient bien plus qu'un instant de rage. Le mardi matin, Sophie est partie faire ses courses hebdomadaires au supermarché. J'ai attendu 5 minutes après que sa Peugeot ait disparu de mon champ de vision avant de me rendre au magasin d'électronique le plus proche. Mon achat était simple, mais c'était une pièce maîtresse de ma stratégie, une caméra de sécurité à détection de mouvement avec alerte sur téléphone. C'était un petit appareil, facile à dissimuler. Je suis rentré chez moi et je suis allé directement au sous-sol, l'endroit même où les fondations de ma vie s'étaient effondrées. J'ai trouvé un coin d'ombre derrière de vieux cartons de rangement et j'ai dissimulé la caméra avec l'habileté d'un expert. Des années passées à installer des systèmes de surveillance en territoire hostile ont rendu la tâche facile. J'ai testé le système et j'ai reçu une alerte claire sur mon portable. Le plan était en marche. Le lendemain, j'ai mis la deuxième phase de mon plan à exécution. À l'entrepôt, j'ai approché les 2 hommes en qui j'avais une confiance aveugle, David et Nico. Tous 2 étaient d'anciens militaires, des frères d'armes issus de différents régiments. David, un homme costaud au visage affable, avait traversé un divorce difficile après que sa femme l'ait trompé avec son meilleur ami. Nico, un gars plus jeune qui avait perdu la moitié de sa pension et la garde de ses enfants au profit d'une ex-infidèle, avait une sombre compréhension de ce qu'était la trahison. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de pause, le repère de l'entrepôt, en étouffant notre conversation. Je n'ai pas révélé mon plan. Je leur ai seulement dit la vérité essentielle. J'ai découvert que ma femme m'a été infidèle. Je réfléchis à ce que je vais faire, mais je risque d'avoir besoin de quelques témoins pour confirmer mon emploi du temps dans les semaines à venir. Je vais avoir besoin d'être très visible. La fraternité des anciens combattants qui ont été trahis est profonde. Il n'y a eu aucune hésitation, aucun jugement, juste une compréhension mutuelle. Ils ont tous les 2 hoché la tête, l'air grave. Tu peux compter sur nous, mon frère, a dit David. Je serai ton ombre, a ajouté Nico. Nous avons mis en place un système simple. Je ferai en sorte d'être visible au travail pendant mes heures de service, d'engager la conversation, de demander de l'aide pour certaines tâches et de m'assurer que ma présence soit remarquée et mémorisée. David et Nico feraient particulièrement attention à corroborer ma présence si jamais quelqu'un posait la question. C'était la première couche de mon alibi. Pour le reste de la semaine, la vie avec Sophie a continué sous l'apparence du bonheur conjugal. Nous avons discuté de prénoms pour le bébé, prévu de petites vacances en Bretagne, et maintenu l'illusion d'un couple heureux. Mais sous la surface, la gangrène de la trahison s'étendait. J'ai remarqué d'autres signes. La façon dont elle consultait constamment son téléphone, son empressement à me voir partir au travail, les changements subtils dans notre intimité physique. Chaque observation alimentait ma détermination et affinait le plan qui prenait forme. J'ai ressenti une froide satisfaction en reconstituant sa routine. Je n'étais plus une victime. J'étais un stratège et elle était la cible. La semaine de normalité s'est terminée le vendredi. Pendant ma pause déjeuner, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement provenant de la caméra du sous-sol. Mouvement détecté au sous-sol. 14h47. J'ai baissé les yeux vers la notification, le cœur battant à tout rompre, non pas à cause de la trahison, mais d'une froide satisfaction. Le piège était tendu, et ma femme venait de se jeter dedans. Le silence sur le sol de l'entrepôt était assourdissant. Mes alliés étaient en place. Ma surveillance fonctionnait et mon plan était infaillible. La dernière pièce du puzzle, la preuve irréfutable, était désormais à ma portée. La notification est arrivée un mardi après-midi. Un bourdonnement silencieux qui annonçait l'ultime pièce du puzzle.
Mouvement détecté au sous-sol. 14h47. J'étais au milieu d'une tâche dans l'entrepôt, mais mon monde s'est rétréci au petit écran dans ma main. Je me suis excusé, prétextant une urgence familiale, et je suis sorti pour regarder la diffusion en direct. La vidéo a commencé à être lue et ce que j'ai vu a confirmé mes pires craintes tout en validant chaque once de ma patience. Sophie était avec un homme que je reconnaissais, Maxime, notre voisin vivant 2 rues plus loin dont la femme était fréquemment en déplacement professionnel. L'horodatage et les preuves vidéo claires documentaient tout ce dont j'avais besoin. Je regardais, le visage tel un masque de pierre, leur trahison se déroulait sur l'écran de mon téléphone. Au lieu de la rage brûlante que j'avais ressentie initialement, un calme étrange et glacial m'a envahi. C'était la preuve. La justification indéniable de ce qui allait suivre. J'ai pris plusieurs captures d'écran d'images clés et j'ai sauvegardé le fichier vidéo sur un compte de stockage cloud sécurisé. Ma formation m'avait appris à sécuriser les preuves, à créer un dossier qui ne pourrait être nié ou détruit. Je n'étais plus un mari émotif. J'étais un agent de terrain documentant les activités d'une cible. Je suis remonté dans mon utilitaire et j'ai pris le chemin de la maison, en calculant le timing et la logistique. Je ne voulais pas être là quand il partirait. J'ai vu la voiture de Maxime garée discrètement au coin de la rue, et j'ai attendu dans mon propre véhicule jusqu'à ce que je le voie émerger du jardin de derrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai fait le tour du pâté de maison pour rentrer chez moi. Sophie m'a accueilli avec une énergie troublée. Elle s'était douchée et changée, mais la preuve des activités de l'après-midi subsistait dans son attitude nerveuse et son comportement excessivement décontracté. Sa tentative de normalité était pathétique et n'a fait que renforcer ma détermination. Ce soir-là, pendant qu'elle regardait la télévision, je me suis retiré dans le placard de notre chambre. D'un compartiment caché, j'ai récupéré une grenade assourdissante de qualité militaire. C'était un souvenir de mon déploiement, un engin dont je n'avais jamais signalé la disparition, une mesure d'urgence que je conservais depuis des années pour un scénario dont je n'aurais jamais imaginé qu'il se déroulerait chez moi. J'ai examiné l'appareil avec soin, en testant le mécanisme de la goupille et en estimant le rayon de l'explosion. Mon entraînement en démolition a pris le relais. J'ai pris en compte la physique de l'explosion, les modèles de dispersion des gaz et les vulnérabilités structurelles de notre maison. Au cours des 2 jours suivants, la reconnaissance de ma propre maison s'est intensifiée. J'ai étudié le tracé de la conduite de gaz de ville, mesuré les distances entre les points d'inflammation potentiels et les voies d'évacuation, et calculé le temps nécessaire pour une saturation en gaz optimale. J'ai fait des recherches sur les protocoles d'enquête en matière d'incendie domestique. J'ai appris comment les experts en sinistre déterminent la différence entre un incendie accidentel et un incendie criminel. Mon expérience militaire dans les explosifs improvisés me donnait l'assurance que mon plan paraîtrait complètement accidentel. J'étais un expert dans l'art de créer un chaos qui ressemblait à une coïncidence tragique. J'ai également préparé méticuleusement mon alibi. Je me suis arrangé pour faire des heures supplémentaires qui me placeraient de manière irréfutable à l'entrepôt pendant la fenêtre de temps où je m'attendais à la prochaine rencontre de Sophie. Je me suis assuré de programmer des tâches collaboratives avec David et Nico, nécessitant une interaction constante et fournissant de multiples témoins de ma présence. Tous les 3, nous avons discuté du plan en langage codé. David et Nico comprenaient qu'il couvrait quelque chose d'important sans en connaître les détails mortels. Leur confiance était absolue. Le vendredi, Guillaume a reçu une autre alerte de mouvement. Cette fois, il a étudié les schémas plus attentivement. Maxime arrivait vers 14h30 et restait généralement environ 2 heures. Sophie avait clairement établi une routine qui coïncidait avec l'emploi du temps de Guillaume. La prévisibilité de leur liaison est devenue la base des calculs finaux de Guillaume. Son esprit, autrefois un champ de bataille, était maintenant un échiquier, et chaque pièce était à sa place exacte. Le lundi est arrivé avec la routine habituelle. J'ai embrassé Sophie en partant à 7 heures du matin, je lui ai dit que je l'aimais et j'ai pris la route de l'entrepôt. Je me suis assuré que David et Nico me voient arriver tôt et j'ai passé la matinée occupé à des tâches bien en vue. À 14h15, mon téléphone a vibré avec l'alerte de mouvement attendu de la caméra du sous-sol. J'ai vérifié le flux en direct et j'ai vu Sophie et Maxime descendre au sous-sol. C'était le moment que j'attendais. J'ai dit à mon chef d'équipe que je devais faire une petite course, aller chercher des pièces chez un fournisseur à l'autre bout de la ville, un trajet qui prenait généralement 45 minutes. David et Nico ont noté l'heure de mon départ, conformément à notre accord tacite pour me fournir un alibi. Au lieu d'aller chez le fournisseur,
j'ai conduit directement chez moi et me suis garé à 2 rues de là. Je me suis approché de la maison par le jardin arrière, confirmant que la voiture de Maxime était dans sa cachette habituelle. Me déplaçant avec une furtivité militaire, je suis entré par la porte de la cuisine. Le sous-sol était suffisamment insonorisé pour que Sophie et Maxime n'aient conscience de rien. Je me suis d'abord dirigé vers la gazinière, ouvrant les 4 vannes des brûleurs sans les allumer. Le sifflement du gaz était une promesse silencieuse. J'ai méthodiquement ouvert tous les appareils à gaz de la maison, le four, la veilleuse du chauffe-eau, créant une accumulation maximale de gaz. J'ai fermé toutes les fenêtres et les portes intérieures pour concentrer le gaz dans les pièces de vie principales. Mes années d'entraînement en démolition ont guidé chacun de mes gestes pendant que je calculais les taux de dispersion et le temps de saturation optimal. La maison, mon foyer, était désormais un piège. Depuis ma chambre, j'ai récupéré la grenade assourdissante et je l'ai soigneusement positionnée sur le plan de travail de la cuisine avec une longue corde attachée à la goupille. J'ai déroulé la corde par la porte de derrière, à travers le jardin, jusqu'à l'arrière de la cabane à outils. L'installation était digne d'un professionnel. Aucune empreinte digitale, aucune preuve d'un placement délibéré, conçu pour donner l'impression qu'une fuite de gaz avait rencontré une source d'ignition malheureuse. La seule chose qui manquait, c'était l'acte final. Après avoir attendu exactement 12 minutes pour obtenir une saturation de gaz appropriée, j'ai tiré la corde depuis ma position dissimulée. L'explosion a été effroyable. Un rugissement percutant qui a fait voler les vitres en éclats, effondré le mur de la cuisine vers l'intérieur et immédiatement englouti le rez-de-chaussée dans les flammes. Le sous-sol, où Sophie et Maxime étaient pris au piège, est devenu une fournaise en quelques minutes. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai conduit directement chez le fournisseur de pièces auto, achetant réellement les articles dont je prétendais avoir besoin. Je suis retourné à l'entrepôt à 15h45, montrant mon reçu d'achat à David et Nico et leur demandant de l'aide pour installer les pièces. Mon attitude était tout à fait normale, concentrée sur mes tâches professionnelles et participant aux conversations banales. Mon alibi était maintenant en béton armé. À 16h30, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait les sapeurs-pompiers. Feignant la confusion et une panique croissante, j'ai pris l'appel devant mes collègues. Le capitaine des pompiers m'a informé que ma maison avait subi une grave explosion suivie d'un incendie, et que je devais venir immédiatement. Ma performance était digne d'un Oscar. Choc, déni, questions désespérées sur la sécurité de Sophie, et une horreur grandissante à mesure que la réalité semblait faire son chemin dans mon esprit. David et Nico ont insisté pour me conduire sur les lieux, où j'ai trouvé ma maison complètement ravagée par les flammes. Je me suis effondré de manière convaincante, hurlant le nom de Sophie et tentant de courir vers la structure en feu avant que les pompiers ne me retiennent. Les voisins rassemblés pour observer la tragédie m'ont réconforté, et mon chagrin est apparu absolument sincère à toutes les personnes présentes. Il a fallu 3 heures pour éteindre complètement l'incendie. Lorsque les enquêteurs ont extrait 2 corps du sous-sol, ma réaction a été parfaite. Un choc accablant face au fait que Sophie ait été à la maison alors que je la croyais partie faire des courses, une confusion quant à la deuxième victime non identifiée, et une rage suspicieuse grandissante au fur et à mesure que les implications devenaient claires. Mon histoire était simple, crédible et parfaitement minutée. Le capitaine Garcia de la police judiciaire et son partenaire, le lieutenant Renard, sont arrivés sur les lieux moins d'1 heure après que l'incendie ait été maîtrisé. Garcia, un vétéran avec 15 ans d'expérience à la brigade criminelle, a immédiatement relevé plusieurs éléments suspects, l'intensité de l'explosion, l'emplacement des corps dans le sous-sol, et mon absence bien opportune lors de l'incident. Il avait déjà vu ça. Quand un conjoint meurt dans l'incendie d'une maison dans de telles circonstances, le partenaire survivant est généralement impliqué. L'enquête a démarré de manière agressive. Garcia a interrogé les voisins, s'informant sur mon emploi du temps, ma relation avec Sophie et tout signe de problèmes conjugaux. La plupart nous décrivaient comme un couple très amoureux essayant de fonder une famille. Mais Madame Martin, la voisine d'à côté, a mentionné avoir vu fréquemment la voiture de Maxime dans les environs quand j'étais au travail. Cette découverte a orienté l'enquête vers un mobile potentiel. Je me suis soumis volontairement à un interrogatoire, accompagné de mon avocat, un autre détail qui a éveillé les soupçons de Garcia. Pendant mon audition, j'ai maintenu mon histoire à la perfection. J'étais au travail, j'ai fait une course chez le fournisseur de pièces, et je suis revenu pour trouver mon monde anéanti. Je leur ai montré le reçu, j'ai fourni la chronologie exacte des événements et j'ai exprimé une angoisse mêlée de confusion à l'idée qu'on ait retrouvé 2 corps.
Confronté à l'identité de Maxime et à sa possible relation avec Sophie, j'ai plaidé l'ignorance totale, tout en leur suggérant d'enquêter en profondeur. L'enquête technique s'est déroulée en parallèle de la garde à vue. Les experts en incendie de la police scientifique ont examiné le schéma de la déflagration et ont déterminé que l'explosion provenait de la cuisine. Les registres de GRDF ne signalaient aucune fuite déclarée. Les conclusions du médecin légiste ont indiqué que les deux victimes étaient décédées des suites de l'inhalation de fumée et de brûlures. Les restes de la grenade ont été classés comme de simples débris. Le dossier de Garcia a commencé à s'effondrer lorsqu'il a interrogé mes collègues de travail. David et Nico ont fourni des témoignages détaillés concernant ma présence à l'entrepôt, mon comportement normal, ma course et ma réaction de choc face au coup de téléphone. La chronologie qu'ils ont fournie m'a donné un alibi en béton pour leur estimer de l'explosion. La percée a eu lieu lorsque les enquêteurs ont récupéré le téléphone et l'ordinateur portable de Sophie dans un coffre-fort ignifuge. Les appareils ont révélé une grande quantité de SMS et de mails avec Maxime, documentant leur liaison dans les moindres détails explicites. Les preuves dressaient un tableau clair. Sophie et Maxime entretenaient une liaison, se voyaient pendant que j'étais au travail, et avaient péri tragiquement dans une explosion de gaz accidentelle. 2 semaines plus tard, Garcia s'est assis en face de moi une dernière fois. Il a présenté toutes les preuves, la liaison, la chronologie des faits, les conclusions techniques et les dépositions des témoins. Il m'a regardé droit dans les yeux et a admis que bien que son instinct lui dicte que j'étais impliqué, il n'y avait aucune preuve matérielle de meurtre et qu'il s'agissait indéniablement d'un décès accidentel sur le papier. « Votre femme vous trompait », a déclaré Garcia sans détour. Elle et Maxime étaient dans votre sous-sol lorsqu'une fuite de gaz a provoqué une explosion qui les a tués tous les deux. Vous étiez au travail avec de multiples témoins. Les preuves matérielles corroborent la thèse de la mort accidentelle. Je ne peux pas prouver le contraire, et le procureur de la République n'engagera pas de poursuite sans preuve. Ma réaction a été mesurée et parfaite. De la douleur face à la mort de ma femme, le sentiment d'avoir été trahi par sa liaison, et du soulagement que la vérité ait éclaté. J'ai remercié Garcia pour sa minutie, et j'ai exprimé l'espoir de pouvoir un jour trouver la paix et aller de l'avant dans ma vie. L'affaire a été officiellement classée sans suite. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans une autre région et j'ai trouvé du travail dans un plus grand centre logistique de la région lyonnaise, avec un meilleur salaire. Les indemnités de l'assurance m'ont permis de prendre un nouveau départ, libéré des souvenirs et des fantômes de mon ancienne vie. J'ai loué un petit appartement et commencé le processus de reconstruction de mon identité en tant que vétéran veuf, et non comme un mari trahi. Les cauchemars qui me tourmentaient juste après l'incendie se sont en grande partie estompés. Parfois, je rêve de Sophie, pas de la femme qui m'a trompé, mais de celle dont je suis tombé amoureux des années auparavant. J'ai fait la paix avec le fait que ces deux versions d'elle ont existé, et que mon amour pour l'une n'annulait pas ma colère justifiée envers l'autre. J'ai commencé à fréquenter quelques femmes de manière décontractée, rencontrant des personnes qui savent seulement que je suis un ancien soldat dont la femme est morte dans un incendie domestique. Je suis honnête quant à mon deuil et à mon lent processus de guérison, ce que la plupart trouvent admirable plutôt que suspect. L'histoire que je raconte, celle d'un homme qui se reconstruit après une perte tragique, résonne chez les autres et a même amélioré mes perspectives de rencontre au lieu de les freiner. David et Nico m'appellent de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. Ils savent qu'ils m'ont fourni un alibi pour quelque chose de bien plus important qu'un simple divorce, mais ils n'ont jamais posé de questions pour avoir des détails. La fraternité des anciens combattants inclut le respect des méthodes de chacun pour gérer la trahison, et ils sont satisfaits que j'ai géré ma situation avec l'honneur et la rigueur attendue d'un militaire. Lors des soirées tranquilles, je réfléchis au choix que j'ai fait et je n'éprouve aucun regret. Sophie a choisi de trahir nos vœux de mariage et nos projets de famille. Maxime a choisi de courtiser une femme mariée sous son propre toit. Tous deux ont pris des décisions qui ont bafoué mon service rendu à la nation et mon dévouement envers ma femme. Dans mon esprit, ils ont subi les conséquences que leur choix méritait. Alors que je m'installe dans ma nouvelle vie, je porte en moi cette dure sagesse, certaines trahisons sont si totales qu'elles ne peuvent trouver de réponse que dans des solutions définitives. Et que la justice exige parfois la précision d'un soldat plutôt que la délibération d'un tribunal. J'ai servi mon pays avec honneur pendant la guerre, et je suis convaincu d'avoir tout aussi bien servi mon propre honneur à la maison. L'accident parfait m'a offert un nouveau départ parfait, et je suis enfin en paix.